Donc nous voilà arrivés au terme de ce colloque avec une dernière table ronde où cette fois-ci on a souhaité donner la parole à des professionnels. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a cherché à penser ces questions de radicalisation, de séparatisme, de rigorisme et d'intensité religieuse à l'aune de ce que nos recherches académiques et scientifiques pouvaient raconter de ces objets. Mais il y a d'abord et peut-être avant tout des professionnels impliqués dans une politique publique qui lisent ces travaux de recherche, qui s'intéressent à ce qu'on produit et qui eux-mêmes nous amènent à réfléchir et à penser ces questions. Donc on avait envie de conclure ce colloque avec deux d'entre elles. Je suis vraiment ravi et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous présente donc Radija Zitouni qui est directrice du pôle mineurs et familles de l'association SOS Aide aux habitants, psychologue clinicienne de formation. Non, je corrigerai. Et Delphine Rideau qui est assistante sociale de formation et directrice du réseau Virage pour violence des idées, ressources et accompagnement Grand Est. Voilà, donc merci beaucoup à toutes les deux d'accepter cette invitation. Et pour commencer cette table ronde, j'ai envie de vous laisser la parole un peu autour d'un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que voilà, vous avez assisté à un certain nombre de conférences et vous êtes vous-même impliqué à divers degrés, dans diverses mesures, dans l'accompagnement et l'évaluation de personnes qui vous sont adressées pour des questions relatives à la radicalisation. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi cette conférence a-t-elle confirmé vos constats de terrain? Et puis peut-être aussi en quoi vous a-t-elle étonné ou en quoi vous auriez des choses à redire à ce qu'on vient d'exprimer pendant ces 2 jours. Je vais commencer pour cette question par toi, Radija, et puis après je laisserai Delphine, et puis on tournera pour la deuxième question, bien sûr. Bonjour à tous. J'aurais préféré que ça soit Delphine parce qu'elle était là les 2 jours. Moi, je n'étais là que voilà une toute petite partie des 2 jours. Du coup, Très bien, c'est fair play. Delphine. Rebonjour, parce qu'effectivement, on s'est croisés tous depuis 2 jours. En termes d'étonnement, ce qui me vient après l'écoute de l'ensemble des conférences, c'est que la liste des motifs de radicalisation potentielle ne fait que s'allonger. On a, nous, travaillé évidemment, puisque c'est là-dessus qu'on a été mandaté depuis 2017 sur la radicalisation islamiste. On avait quand même auparavant rencontré un certain nombre de jeunes qui avaient défrayé la chronique par des actes antisémites. Donc la question était d'emblée plus ouverte que ça. Ensuite, bien sûr, on a revisité les actes violents issus de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Sont venus des questions autour des gilets jaunes, plus récemment des antispécistes. J'ai découvert les ermites qui posent question. J'ai découvert les féministes de droite pendant ces 2 jours. Et j'ai du coup, en termes de confirmation, bien aimé que finalement toutes ces je fais l'impasse sur les évangélistes et les pentecôtistes et sans doute plein d'autres, que finalement on ait beaucoup de communs là-dedans, et que le commun, c'est Yannick Fer qui l'a mentionné, il me semble, hier. Il est beaucoup autour de cette question de l'autorité à rétablir et du refus des droits des minorités. Par ces minorités, la question qui me vient, c'est celle du féminin. Je ne parle pas forcément des femmes, mais du féminin et de tout ce que on attribue de féminin à tous ceux qui seraient différents et souvent discriminés. Un autre aspect, c'est celui de la laïcité érigée en valeur. On a l'habitude de ramener toujours la question du droit autour de la laïcité, et on sent bien, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, en tant que travailleurs sociaux,
sociaux, on sent, il y a un certain nombre de choses qui sont assez intuitives autour du fait que les débats ne se portent pas sur le droit en matière de laïcité, sur plein d'autres choses. Et le fait de nommer que ce soit une valeur, peut-être que ça va permettre d'autres travaux autour de cette valeur laïcité. Dernier étonnement, c'est que on ne travaille pas, j'espère que ça viendra, ou peut-être c'est le cas, mais ça m'est passé complètement inaperçu sur la définition de ce qu'on appellerait un attentat. Parce que on a dans les définitions médiatiques et politiques un certain nombre de choses autour de ça, autour de l'acte terroriste et de la terreur que ça suscite. Mais il y a par exemple, à mon avis, des définitions très différentes selon que ça touche une seule personne ou plusieurs. Et je pense notamment de savoir si on considère aujourd'hui que des féminicides sont des attentats. Puisque finalement le résultat est quand même la mort, et que si on raisonne autour de multiples formes de radicalisation, les masculinistes et autres théories, la théorie sexiste peut poser question, peut-être. Je pose la question aux chercheurs parce que moi je ne le suis pas, de savoir si il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, pour toujours continuer de mieux définir en fait ce sur quoi on travaille et ce sur quoi bien sûr les travailleurs sociaux sont plus convoqués qu'invités à travailler. Merci beaucoup. Là, tu ouvres une question. Peut-être que des personnes dans la salle pourront y répondre, mais j'aimerais qu'on écoute Radija Zitouni tout d'abord, qui va me corriger sur sa profession. Et voilà, qu'est-ce que toi tu as retenu de ce que tu as pu entendre? Qu'est-ce qui t'a étonné? Et est-ce qu'il y a des aspects qui t'interrogent à présent? Bon, étant présente que dans la dernière partie de la conférence, je ne vais pas dire que je suis étonnée, je suis plus dans le partage de certaines choses que j'ai pu entendre, même si je me questionne sur, je dirais, leur temporalité. Et me posant la question, est-ce que notamment tous ces travailleurs sociaux, par exemple, qui sont dans la méfiance, défiance, etc., on peut à un moment ou à un autre évoluer ou pas? Parce que le contexte de cette question, si on l'appelle, moi je dis que dans mon histoire, on l'appelait l'intégrisme violent. Après, on peut parler d'extrémisme, on peut parler de radicalité ou de radicalisation. Je dirais que les termes peuvent être très différents, mais ce qui nous inquiète le plus, si on est sur un aspect d'inquiétude, c'est plutôt le danger et la violence. Le danger, parce que peut-être comme Delphine, moi, je suis plus impliquée avec des mineurs, même si par ailleurs, je rencontre aussi des majeurs. Mais c'est la question du danger. Je dirais le danger public aussi. Il y a la question de l'ordre public. Il y a énormément de choses qui m'interrogent, que je peux par ailleurs partager avec vous ou pas, qui m'interrogent aussi, notamment par rapport à la posture citoyenne, la posture. Il y a un tas de questions, je dirais, au-delà de nos fonctions, nos pratiques, voilà, ce qu'on peut partager, pas partager, etc. Il y a aussi toutes ces questions, j'allais dire, citoyennes, y compris la question de la laïcité. Elle n'est pas que professionnelle, elle peut aussi être citoyenne. Et du coup, voilà, je me suis dit, depuis quelques années, en France, mais ailleurs aussi, les intervenants en général, pas que les travailleurs sociaux, se forment à ces questions sur le religieux, sur la radicalisation, y compris les services du renseignement, les policiers, etc., même si on n'a pas les mêmes cultures et les mêmes avis. Je pense que sur certains points, on pourrait se retrouver, mais bien sûr, selon nos champs d'intervention. Peut-être que moi, à la différence de Delphine, je fais partie en quelque sorte de l'institution judiciaire, parce que l'association a un agrément justice. Elle a des financements justice qui sont les prédominants, je dirais. On travaille au quotidien avec la justice parce qu'on fait de l'aide aux victimes, et par définition, la question de l'aide aux victimes est totalement liée aux questions sécuritaires, délinquantes, et c'est sûr que selon d'où on vient et selon nos cultures professionnelles, peut-être on peut pas être au même niveau dans la revendication, dans la dénonciation peut-être, dans la crainte, et je me dis, voilà, ce qui m'a interpellée, c'est le mot méfiance.
me disant que voilà, moi, j'espère que je fais le travail avec de la confiance. Je dirais la confiance en ce que je fais, la confiance en les personnes que j'ai en face, mais aussi la confiance en quoi je suis. Parce que tu parles de politique publique, bah, on a tous des fonctions qui, à un moment ou à un autre, sont en lien avec la politique publique. Et si on y vient méfiant, je me dis c'est déjà perdu d'avance. Mais je comprends que quand on connaît pas la thématique, quand ça relève de l'intime, parce que la question religieuse, c'est la question qui est intime, je pense. Et c'est vrai que c'est difficile d'aller vers l'intime, mais la question de la laïcité, me semble-t-il, si on revient, je dirais, à la loi et la définition de la laïcité dans la loi, ben, elle devrait nous rassurer. Parce que c'est pas avec notre religion qu'on va intervenir, mais on a obligation à respecter l'opinion de ceux qu'on accompagne, leurs croyances, leur religion, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je perçois mon intervention. Je sais que c'était difficile pour les travailleurs sociaux parce que j'ai participé à pas mal de formations des travailleurs sociaux, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé, ne serait-ce que par rapport à ce qui se passe à Strasbourg. Au départ, il y avait que ce qu'on appelle les administrateurs ad hoc qui faisaient l'évaluation des mineurs en risque de radicalisation. Aujourd'hui, les services sociaux sont impliqués. On a ce qu'on appelle la double évaluation, la question de la protection de l'enfance en ce qui concerne les mineurs est intégrée. Et je me dis, voilà, peut-être que c'est aussi une question de nouveauté et d'histoire. Il y a quelques années, les questions sur tout ce qui était pédophilie, inceste, voilà, tout ce qui était autour de la sexualité, les agressions sexuelles, les violences sexuelles, c'était aussi difficilement appréhendé par les travailleurs sociaux, mais avec le temps, la formation, et puis voilà, ils ont consolidé leurs ressources et ils y vont beaucoup plus facilement que il y a quelques années. Voilà, peut-être que j'ai été longue, mais j'ai... Oui, merci pour cette invitation à penser la complexité de... Les travailleurs sociaux aiment bien dire d'où on parle. Hein, et c'est vrai que c'est pas la même chose de bosser pour une association, pour une collectivité territoriale. C'est pas la même chose d'être impliqué dans une évaluation pour la justice ou d'être impliqué dans une évaluation administrative. C'est important effectivement de savoir d'où on intervient, d'où on parle. J'entends aussi cette question. Peut-être que on peut enchaîner là-dessus avant d'aborder la deuxième partie de cette table ronde que je te transfère, hein, qui est ce que toi tu constates aussi quelque part. C'est vrai que 2015, dans cet état de panique morale dans laquelle on s'est trouvé suite aux attentats, émerge cette nouvelle politique publique. Donc on peut comprendre effectivement l'état d'anxiété dans lequel se trouvaient beaucoup de professionnels qui ne comprenaient pas trop ce qui leur arrivait, ce qu'on leur demandait de faire là-dedans. Mais comme c'est arrivé à de très nombreuses reprises dans l'histoire de l'intervention sociale, hein, sur les politiques de prévention de la délinquance, la toxicomanie, voilà, on pourrait ajouter la liste est longue. Est-ce que au final la radicalisation va devenir une politique publique comme les autres, à ton avis? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, à condition de le mettre au pluriel, parce que je pense qu'il y a quand même encore besoin de mettre cette précaution du pluriel pour qu'on s'entende bien sur le fait que on ne parle pas que de l'islam et que on puisse, au travers de ce chemin-là, restaurer ce qui peut être la singularité du travail social et du travail des professionnels de la santé mentale. Dans ce domaine, ce que j'entends par là, c'est que je ne crois pas que ça soit possible de continuer dans la logique qui prédomine actuellement, que vous avez qualifié certains d'entre vous de multiculturalisme policier. Je ne pense pas que ce soit la voie qui sera celle du futur, ou peut-être que c'est juste mon espoir.
Par contre, que les travailleurs sociaux apprennent à intégrer dans leurs accompagnements la question de la spiritualité, tout comme effectivement ils ont appris à intégrer la question des risques de violence à caractère pédophile ou sexuel de manière générale, les risques de violence conjugale, la délinquance de manière générale, avec à chaque fois finalement cette négociation entre leur mission, qui je maintiens est celle de l'accompagnement de la personne, et non pas une mission de sécurité publique, et une nécessaire protection des éventuelles victimes. Donc je pense que oui, c'est un chemin qui va évoluer, et c'est là où aussi peut-être on va pouvoir définir de plus en plus précisément de quoi on parle et de quoi on cherche à prévenir la société et les personnes. Donc c'est vrai que on a une espèce de redondance, hein, et ça depuis le départ sur mais de quoi on parle, et je crois que ce colloque a bien montré, cette conférence a bien montré la difficulté de saisir cet objet qui, dès qu'on pense le tenir, s'échappe comme du sable entre nos doigts, qu'est la radicalisation. Ça tient difficilement. J'aimerais qu'on aborde un deuxième point qui est crucial pour nous dans Rigoral, qui est l'objet qui nous a réunis dans ce projet de recherche et qu'on a essayé d'explorer pendant 2 jours, qui est celle de la distinction, si distinction il y a, entre ce qui ressort d'un rigorisme et ce qui ressort de la radicalisation. On a bien compris, je crois, tout au long de ces 2 jours, qu'il s'agit d'une distinction qui est à la fois nécessaire, mais qui est à la fois extrêmement complexe. On a vu cette complexité à la fois en interne, dans l'islam par exemple, hein, que c'est pas évident de saisir et de pouvoir qualifier ces intensités-là. On l'a vu dans les pratiques des professionnels, que ce soit de l'éducation nationale, du travail social ou d'ailleurs. On l'a vu dans l'évaluation d'un danger dans les familles scolarisées à domicile. Enfin bon, c'est quelque chose qui nous a animés pendant 2 jours. Est-ce que vous, dans votre pratique, cette distinction fait sens ? Et si oui, comment, Khadija Zitouni? Oui, moi, tout à fait. Hein. Tout à fait, parce que on peut, le rigorisme n'est, à partir du moment où il est pas violent, et à partir du moment où ce positionnement, cette posture n'annule pas l'autre, ou la possibilité de l'autre de penser, d'exister, etc. Pour moi, il est tout à fait évident qu'on peut avoir une pratique religieuse rigoriste. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le travail que je fais, parce que je fais des évaluations, c'est la notion de la rigidité de la pensée. Est-ce que il y a d'une rigidité qui est dans la personnalité? Est-ce que cette rigidité elle est psychique? Est-ce qu'elle ne renvoie pas à un trouble, etc., etc. Et moi, c'est tout le travail qui m'intéresse. Je dirais, c'est pas si les gens pratiquent ou ne pratiquent pas, ou la manière avec laquelle ils pratiquent. Sachant que par ailleurs, et on est tous d'accord, que sur les questions, si on parle je dirais de ce qu'on a appelé de la radicalisation liée à l'islam, ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'acte. Est-ce que au nom d'une idéologie, qu'elle soit extrémiste, religieuse, voilà, on est capable de commettre un acte violent pour affirmer ses idées, pour obliger l'autre à être comme nous, etc., etc. C'est toute la question, je dirais, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de pratiquer. La prière, par exemple, est un facteur de protection. Pour moi, du moins, je le pense comme ça. Aller à la prière, pour moi, je préfère qu'un jeune aille dans une mosquée
ou il peut être dans une communauté religieuse qui pourrait l'accompagner, l'aider à se cheminer, etc., etc., plutôt que d'être dans des lieux secrets que personne ne connaît, on ne sait pas avec qui il est, sur des réseaux sociaux, voilà, avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles sont leurs intentions, et du coup, c'est pas du tout la question de la pratique, sachant que même dans la pratique, moi, ce qui m'interroge, est-ce que c'est une pratique ancienne? Est-ce que c'est un rigorisme ancien ou nouveau? Et s'il est au nouveau, ce qui, moi, m'intéresse, d'où il vient? Pourquoi il est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le tournant qui a fait, ou le point, voilà, qui a fait qu'on passe d'une situation à une autre? Et comment on vit sa pratique avec les autres dans une société qui est plurielle, dans laquelle il y a d'autres croyances, il y a des gens qui ne croient pas, et comment tout ça compose ensemble pour être dans une société qui est en paix. Voilà, moi, ce que je peux dire. Oui, c'est vraiment passionnant, cette question de l'altérité, hein, qui est aussi un des fils rouges, je crois, de cette conférence. Isabelle Sommier nous parlait des mouvements haltérophobes, avec cette question peut-être qui est mais est-ce que c'est pas justement bien là le problème des fondamentalismes, des rigorismes, qui est de penser l'autre et de lui accorder la même humanité. Mais peut-être d'abord Delphine Rideau, est-ce que cette distinction rigorisme-radicalisation dans le réseau Virage fait sens? C'est quelque chose qui structure votre action ou pas? Je suis pas sûre, mais comme on apprend sur toutes ces questions régulièrement maintenant depuis quelques années, ça va sûrement s'affiner encore au fil du temps. Je suis pas sûre parce que je le situerais comme ça uniquement comme deux étapes différentes d'un processus, le rigorisme étant peut-être en amont de la radicalisation et au bout la radicalisation violente, les radicalisations violentes. Avec là encore tout un tas de nuances dans ce qu'on peut mettre sous violence. Certains pendant ces 2 jours l'ont évoqué, entre l'intention violente, les mots violents, la violence verbale, la légitimation de la violence exercée par les autres, la violence donc physique. Mais selon les domaines dont on parle, il peut y avoir peut-être aussi la violence sexuelle, la violence économique. Et finalement, c'est dans cette nuance-là qu'on va chercher à évaluer et réévaluer et regarder régulièrement comment les gens évoluent à différents stades d'un accompagnement, en intégrant là-dedans des étapes encore, à mon avis, intermédiaires, qui sont celles d'un militantisme, d'une logique de désobéissance civile ou d'illégalité, qui vont être encore avant le marchepied de la violence. Et c'est là où c'est extrêmement complexe en matière d'évaluation, et que les professionnels qui s'y risquent, en fait, prennent quand même régulièrement le risque de se tromper, de façon d'ailleurs universitaire. Je ne sais pas s'il y aurait intérêt à travailler sur le niveau de risque qu'aujourd'hui nos sociétés peuvent admettre. Parce que si je parle par exemple du risque d'accidentologie automobile, on essaye toujours de faire mieux, mais clairement, à partir du moment où vous évoluez sur une route, aujourd'hui, vous avez acquis le fait que vous prenez un risque, que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste. Je ne sais pas si aujourd'hui, en matière de radicalisation, toujours au pluriel, notre société a réfléchi à ce qu'elle peut accepter, tout comme en matière de délinquance et des autres sujets qu'on a déjà évoqués.
Je ne sais pas comment on peut travailler là-dessus, hein. Mais moi, j'ai l'impression de vivre depuis quelques années qu'on nous demande de travailler sur ces sujets et qu'on le fait. Pas toujours comme ça nous est demandé, mais on le fait. J'ai l'impression qu'on vise le risque zéro. Or, honnêtement, il y a peu de domaines dans lesquels aujourd'hui, je vais même pas parler des risques écologiques, il y a peu de domaines dans lesquels on est au risque zéro. Donc, comment est-ce qu'on nuance tout ça? Je ne sais pas. Je te remercie beaucoup. Cette question du risque, évidemment, nous autres sociologues, elle nous interroge depuis de nombreuses années, et entre autres depuis la parution de l'ouvrage d'Ulrich Beck sur la société du risque, qui justement fait des sociétés modernes, des sociétés définies par ce rapport au risque. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle à toi, cette question de à quel point on est capable d'accepter le risque de la radicalité dans une société démocratique? J'ai pas pensé à la question. Voilà, ma réponse est là. Je dirais, j'ai pas cette interrogation. Après, la question de la tolérance, elle est d'emblée posée, je dirais, chez les individus, chez les intervenants, y compris chez les travailleurs sociaux. Je dirais, c'est la question de l'intolérance tout court, indépendamment, voilà, une intolérance envers quoi ou du coup, voilà, je suis un peu peut-être vague dans mon expression, mais je me dis, oui, en fait, l'être humain, déjà, c'est des risques. On apprend très, très jeune à prendre des risques. Est-ce qu'il faut pas, voilà, comment on se construit, quel est le degré du risque, voilà, pourquoi faire. Après, les risques sur un plan sécuritaire, je me dis, oui, en fait, on a des services aussi qui sont là pour nous sécuriser, parce qu'on a besoin de la notion de sécurité. On a besoin de la notion de sécurité dans nos vies, dans nos interventions, du coup, voilà, c'est des termes, voilà, que je lance comme ça, mais ils font partie de notre quotidien, de notre culture. Peut-être, oui, il faut les réfléchir et les réfléchir ensemble, mais de quelle manière, encore une fois, je ne sais pas. Si on sert un peu à quelque chose, c'est peut-être aussi à ça d'essayer de penser ces défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Je vous propose qu'on aborde la dernière partie de cette table ronde avant de laisser la parole au public et puis aux personnes qui sont sur le chat. Cette dernière partie, moi, j'aimerais bien revenir parce que c'est quelque chose dont vous avez parlé toutes les deux, sur lesquels tu as insisté, Delphine, qui est cette pluralité des radicalités. C'est quelque chose qui, je crois, était marquant dans ces 2 jours de conférence, qui était d'avoir une demi-journée d'un colloque consacré à la radicalisation, dans laquelle on n'a pas parlé d'islam une seule fois. Personnellement, ça fait quand même bientôt 7 ans que je travaille ces questions, ça m'était jamais arrivé. C'est quelque chose qu'avec les organisateurs, on a tenu à penser et qui nous semble essentiel. Mais j'aimerais qu'on la pense à partir de votre clinique, à partir de votre pratique à toutes les deux. Vous en avez déjà un peu parlé, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu le sujet qui me semble vraiment important. Est-ce que donc vous avez croisé dans votre pratique cette diversité de radicalité? Tu as un petit peu répondu, Delphine, mais Radija, est-ce que c'est quelque chose que vous croisez? Et moi, la question qui m'interroge depuis le départ, hein, depuis 2015, et sur lequel aussi m'ont interpellé de nombreux professionnels, c'est est-ce que chaque type de radicalité nécessite un accompagnement spécifique? Est-ce qu'on accompagne un néo-nazi comme on accompagne un djihadiste? C'est-à-dire qu'on a vu les points communs, on a vu les vulnérabilités, on a vu voilà des points communs, mais bon, on a aussi vu de fortes différences. Alors Delphine, qu'est-ce que tu peux en dire?
Sur l'accompagnement individuel, comme sur peut-être encore plus sur les stratégies de prévention qu'on peut mettre en œuvre pour des publics plus larges, je pense que la liste s'allongeant de façon permanente, il est capital pour éviter même les stratégies de stigmatisation, de polarisation et de risques contre-productifs, de travailler en permanence de la même manière, quels que soient les motifs de radicalisation. Et c'est là où ça va être finalement la question de la violence qui va nous occuper plus que celle de l'idéologie religieuse ou politique qui sous-tend la violence. C'est capital parce qu'on observe bien dans le discours des ados, on le retrouvait, je trouvais beaucoup dans la proposition, la conférence d'Iman El-Feki tout à l'heure. Ils sont extrêmement perméables à tous les sujets de stigmatisation, de discrimination. On a dit aussi clairement que dans tous les groupes identitaires dans lesquels on peut avoir des gens dangereux, il y a les mêmes facteurs individuels. Les psychologues, les psychiatres de notre équipe ont écrit d'ailleurs là-dessus sur le fait que on va souvent retrouver chez ceux qui deviennent violents des vécus traumatiques, des vécus de préjudice, objectifs ou subjectifs, parfois même vécus par procuration. Donc des jeunes, des adultes qui n'ont pas vécu eux-mêmes directement des traumatismes ou des préjudices, mais qui observent ceux que vivent d'autres groupes et qui deviennent violents ou qui légitiment la violence à cet égard. L'enjeu, du coup, ça va vraiment être de travailler à chaque fois, toujours, avec les mêmes outils sur toutes les formes de radicalisation. À chaque fois, finalement, qu'on spécialise quelque part, je pense, une action pour ou contre les radicaux X ou Y, notamment les musulmans, eh ben, on prend le risque de faire monter d'autres formes de radicalisation, possiblement elles aussi violentes. Et je pense qu'un des enjeux au futur de ces politiques de prévention des radicalisations, c'est d'avoir le même engagement, les mêmes moyens, la même vigilance, la même puissance contre toutes les formes de violence d'origine radicale. Moi, je le dirais comme ça. Et c'est encore plus vrai en matière de prévention, parce que là, on s'adresse à des publics très larges, et je prends l'exemple d'une classe, une classe de collège, une classe de lycée, le groupe de jeunes d'un centre social XY. De fait, on s'adresse à des groupes dans lesquels il peut y avoir différentes sensibilités, et si les outils qu'on utilise, si les accompagnements qu'on propose sont orientés d'une manière ou d'une autre, on prend le risque de prévenir l'une et de nourrir l'autre. Merci, merci pour ce développement et cet appel à prendre en charge de la même manière l'ensemble des radicalités pour éviter la stigmatisation. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Radija? Est-ce que tu dirais ça différemment? Est-ce que toi, dans ta pratique, dans votre clinique à SOS Aide aux habitants, tu partagerais ce constat? Oui, je partage tout à fait, même si par ailleurs l'origine de l'action, et il faut le dire en fait, on a existé parce qu'il y avait une problématique radicale liée à l'islam. En fait, il faut aussi nommer les choses et les dire autrement. Il n'y aurait pas eu les attentats. Je ne pense pas que les dispositifs actuels seraient ce qu'ils sont aujourd'hui. Même si par ailleurs, et je me réjouis, je pense que pour Delphine aussi, dans les évaluations, on a quand même quelques situations, même si elles sont mineures, qui ne sont pas liées à l'islam, mais plutôt à de l'extrême droite, mais très très peu. Moi, j'en ai une dans toutes les évaluations que j'ai eues. Après, est-ce que est-ce que les vulnérabilités, peut-être aussi la question de la violence et puis les facteurs d'origine sont les mêmes?
oui, même si pas tout à fait, mais bon, je vais peut-être pas être en accord avec certains dans la salle. Il y a beaucoup je dirais, de liens entre l'extrémisme de droite et l'islamisme. Et la différence, je dirais, avec l'extrême gauche, c'est la question du féminin. Elle n'est pas du tout pensée de la même manière. Et c'est là où je me dis, est-ce que les outils seraient les mêmes? Oui, par moment, mais pas toujours. Même si par ailleurs, oui, il y a la question de la violence. Il y a ce que tu disais tout à l'heure, moi, me renvoie à autre chose que moi, je constate. C'est ce qu'on appellerait la mémoire intergénérationnelle. Parce que voilà, il y a aussi je dirais, il y a une histoire aussi, les populations, les communautés dans les pays notamment occidentaux. Si je parle que de la France, il y a aussi la question du colonialisme, de la guerre. Il y a aussi des traumatismes, je dirais, intergénérationnels qui peuvent se rejouer par moment et être aussi par moment, même si on n'est pas directement, en fait, on n'a pas vécu directement le traumatisme. Il y a la question de la quête du père. Il y a le lien à la mère, on en discutait hier. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'interpelle particulièrement dans les situations que j'ai pu, du moins, rencontrer. Je dirais, il y a pas mal d'éléments que nous, on perçoit et sur lesquels, oui, on peut travailler. Par moment, de la même manière, chez tous les radicalisés, si on choisit ce terme, mais par moment, peut-être aussi que les outils peuvent être différents. Moi, j'aime bien tout ce qui est... il y a quelques imams à Strasbourg qui sont formés à ces questions et qui peuvent aussi aider des jeunes qui sont des convertis, des jeunes qui sont dans un... Moi, je me dis, c'est comme le psychologue, hein, il aide aussi à un certain cheminement. Quelqu'un qui va poser une problématique d'extrême droite, on va pas l'envoyer à nous-mêmes, c'est pas le même, mais on peut le faire rencontrer. On peut le faire rencontrer comme on peut faire rencontrer un rabbin ou un prêtre, etc., pour un jeune qui est dans une interrogation, une quête, je dirais, religieuse. Oui, merci beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement éclairant ce que vous amenez du terrain, et ça me rappelle un projet un peu fou qu'on avait monté en prison avec le réseau Virage, où on avait confronté des djihadistes à un néo-nazi repenti, avec l'idée que leur faire prendre conscience de la proximité, de leur vulnérabilité, de leur histoire, permettrait de leur faire prendre une certaine distance vis-à-vis de leur radicalité. Et c'est vrai que ça avait marché de manière exceptionnelle de voir ces djihadistes ou ces personnes ancrées dans une violence très forte être passionnés, être happés par les paroles d'un mec avec des croix gammées et des Totenkopf tatoués partout était une expérience très forte. Mémoire intergénérationnelle, colonialisme. Et puis moi, je me rappelle aussi de ce qu'on a vu hier soir dans la conférence d'Isabelle Sommier avec ce gros point rouge en Alsace, néo-nazi. Je pense aussi que l'histoire des territoires impacte les radicalités qui y habitent et qui s'y développent. Le passé traumatisme de notre région ici explique aussi peut-être cette présence très forte de mouvements identitaires ou d'ultra-droite. Je vais vous proposer qu'on laisse la parole à la salle et aux potentielles questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Iman, on n'a qu'un seul micro sans fil, ça. Merci. Je souhaitais réagir sur le début de l'échange, notamment sur les questions de rigorisme, radicalité, etc. Et à mon sens, la journée d'hier a été assez éclairante sur ce point.
Personnellement, c'est aussi quelque chose qui m'anime. Je crois même que c'était pour ça que j'étais rentrée dans Rigora au début avec Anne-Sophie m'en avait parlé pour ça, je crois, pour la question des définitions des termes, de quoi on parle. Et sur le rigorisme, il s'agissait de penser plutôt la praxis et la praxis qu'on s'applique à soi-même sans pour autant qu'elle définisse ce qu'on va attendre des autres, ou comment on va les catégoriser, ou penser notre relation aux autres et au monde. La question de la radicalité, pour ma part, j'adopte complètement la compréhension de la sociologie des violences politiques, et donc la conférence d'Isabelle Sommier pour ça hier soir est très éclairante, dans le sens où on est dans l'idée d'une posture de rupture dans une société donnée. Et ensuite, on peut décliner une forme de radicalité violente ou non violente. Et ça, pour moi, c'est très précieux, parce qu'on a des formes de radicalité qui ne sont pas pour autant violentes, mais qui nous questionnent, on l'a bien vu avec différentes présentations sur ces 2 jours, qui questionnent sur le lien à la société, la place dans le monde, et même d'un point de vue philosophie politique, comment on fait société avec des groupes qui ne souhaitent pas faire société avec les autres. Et la question de la violence s'ajoute ensuite, de la même manière, pour la légalité. Des formes de radicalité sont tout à fait radicales, mais pour autant légales, protégées par certains droits fondamentaux, etc. Et du coup, c'est en ce sens que je comprends ces nuances, mais en tout cas, c'est ma contribution à cette réflexion qui, à mon avis, n'est pas terminée. Et sur la question des ressemblances ou pas dans les formes de radicalité, c'est un peu la question qu'on avait posée hier soir à Isabelle Sommier, et qui est passionnante comme question, de se dire est-ce qu'on a des différences en termes de désengagement sur ces parcours, sur ces formes de radicalité politique. Et sa réponse avait été de dire, en fait, au-delà de la forme de radicalité politique, ce qui compte surtout, c'est le processus d'engagement radical. Et c'est à partir de là qu'on peut penser celui de désengagement. Et du coup, quels que soient les facteurs ou les leviers ou les points, etc., qui vont entrer en compte dans l'engagement, ils seront à prendre au sérieux et donc à accompagner dans le désengagement, qu'on est un djihadiste, un néo-nazi, un antispéciste, etc. Voilà pour... Et merci en tout cas pour vos échanges à toutes les deux. Je vais peut-être vous laisser réagir. C'est pas une question directement, mais c'est un bon, en tout cas, un bon résumé et puis une interpellation peut-être. Est-ce que l'une ou l'autre vous souhaitez réagir? J'ai dit, je partage tout à fait le propos qu'on vient d'entendre. Vous êtes fine. Moi aussi, la différence, la question quand on est dans la logique d'accompagner des personnes, d'évaluer, c'est que ce sont des étapes d'un processus qui peuvent être parfois complètement bloquées à un endroit. Effectivement, la question d'une étape suivante éventuellement va pas du tout se poser, et pour d'autres, ça va évoluer très vite. Donc c'est ça qui est complexe à saisir dans l'accompagnement individuel, je dirais avant d'éventuels actes ou condamnations. Une fois qu'il y a condamnation, je pense en prison, et après, encore après, parce qu'effectivement, cette question du désengagement, elle interroge le vide. J'étais pas là, moi, pour la conférence de Madame Sommier, mais on a quelque chose d'assez proche des mécaniques qu'on connaît mieux en matière d'addiction. Et finalement, le fait d'avoir à un moment donné touché, voire enlevé l'appartenance au groupe, ou enfin quelque chose de fondamental dans l'engagement, vient interroger par quoi on le remplace. Et ce qui nous interpelle, nous, dans les parcours d'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas forcément été, on va dire, à ce point engagés qu'ils auraient été incarcérés, etc., mais qui ont quand même été très loin dans le processus, c'est que on n'est plus capable aujourd'hui, je crois, dans notre société, de soutenir, de promouvoir des formes d'engagement inspirantes. Et
c'est quelque chose qui est assez complexe à réinstaurer dans l'ensemble de nos services sociaux, animation, scolaires. C'est comment on promeut l'esprit critique, le débat et l'engagement, mais un engagement qui soit acceptable par les valeurs de la République, quand bien même il pourrait être extrêmement militant, voire un peu à la marge de la légalité, mais concrètement, on accepte beaucoup d'autres décalages par rapport à la légalité. Mais aujourd'hui, on a cette difficulté, je pense, de façon sociale, à accepter que il faut qu'on retrouve une manière de faire de la promotion de l'engagement, du débat et de la dissension. C'est-à-dire que nos jeunes ont le droit de ne pas être d'accord. Après, comment ça doit s'exprimer, comment on le soutient? Comment ne pas être Charlie dans notre société? C'est peut-être la question. Ça me rappelle, on avait organisé un colloque en 2018 autour de ces questions, et Scott Atran, qu'on avait invité, nous posait la question au public qui était là, en nous disant: mais qui est prêt à mourir pour la démocratie là, parmi vous? Quand il comparait l'engagement des djihadistes qu'il avait étudiés en Syrie et en Irak au public qui était là, nous. Alors évidemment, là, avec l'Ukraine, je trouve qu'on a un nouveau questionnement autour de ça qui nous interroge peut-être plus que jamais sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour des valeurs démocratiques, je vais le dire, molles, centrales, centristes, mais le sont-elles réellement? Est-ce qu'il faut pas réinstaurer une radicalité de ces valeurs? Mais en même temps, en le faisant, est-ce qu'on ne risque pas de se couper Enfin bref, c'est une question centrale de notre citoyenneté. Est-ce qu'on doit mourir, je dirais, est-ce que on doit mourir, je dirais, pour une idéologie, pour une cause, et c'est toute la différence. Si on parle de ceux qui sont partis en Syrie, qui sont morts, ceux qui meurent pour des causes, moi j'ai pas de jugement particulier, mais je me pose la question. C'est la question du sacrifice, voilà, tout simplement. Et comment elle est portée justement par ces jeunes qu'on rencontre, à quel degré, et quels risques sont-ils capables de prendre, y compris pour eux-mêmes, et pourquoi? Et je pense que c'est des questions que moi je pose au public que je rencontre. Moi, je suis toujours étonnée, je questionne. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça que j'arriverai peut-être à comprendre et à en faire quelque chose. Alors, Catherine Delcroix. C'est vraiment la question principale, je pense, de voir comment ils peuvent s'engager autrement. Mais quel rôle, parce que vous avez parlé de l'expérience en prison avec le néo-nazi repenti, mais est-ce que c'est pas une autre forme d'engagement vers lequel peuvent s'orienter justement des jeunes ou moins jeunes qui sont sortis de ce processus d'embrigadement et qui d'une certaine manière se réengagent dans la société autour de cette cause-là, de montrer comment finalement on peut être actif, séditieux même en marge, mais en étant justement des gens qui alertent sur les implications non visibles d'un engagement dans une radicalité de ce type-là, qui en fait se fonde souvent au départ sur un humanisme et sur une révolte contre l'injustice. Et donc là, je voulais vous demander, dans vos pratiques, quel rôle jouent justement les gens qui sont sortis de l'embrigadement? Pour moi, je dirais aucun pour l'instant, même si par ailleurs, moi j'ai tenté la question du témoignage. Nous, on le fait notamment
On a, juste pour rappeler, notre association, c'est le référent des victimes de terrorisme. Ça peut sembler un peu, je dirais, un peu bizarre d'être dans la radicalisation, mais en même temps accompagner les victimes de terrorisme, mais ça a du sens. Je ne vais pas l'expliquer, mais le sens, il est là. Mais on fait témoigner, par exemple, des victimes. On fait témoigner des victimes de violences conjugales parce qu'on accompagne auprès des pères. La question du témoignage, pour moi, elle est essentielle. Elle peut avoir un impact vraiment important sur quand il y a des témoignages de pères. J'ai eu une action qui était assez forte, qui était le témoignage d'une maman dont le fils est parti en Syrie et qui est mort en Syrie. Et je dirais, la réaction n'a pas du tout été la même en selon que c'est le professionnel qui parle ou selon que celui qui a vécu et qui a l'expérience qui parle. Et je crois tout à fait en cette méthode ou cet outil. Delphine Rideau, je pense que tu as des choses à dire sur cette question de l'engagement des personnes sortantes. Alors, c'est une question... D'abord, je tiens à dire qu'on commence à avoir des parcours de personnes qui passent d'une forme de radicalisation à une autre. Et ça aussi, ça interroge sur la nécessité de bien les comprendre finalement toutes de la même manière et de travailler plutôt sur la question de la violence que sur la question de ce qui nourrit une forme de radicalisation ou une autre. Par rapport aux actions de témoignage, effectivement, des personnes qui en sont sorties, c'est complexe. Nous, on a déjà eu quelques personnes, notamment une jeune femme qui avait ce souhait de pouvoir faire partager son parcours à d'autres jeunes pour faire de la prévention. On ne l'a jamais organisé en tant que tel parce que ça nous semble, pour elle, voire pour les gens auxquels elle s'adresserait, possiblement complexe à gérer. Enfin, c'est pas un outil qu'on connaît. On l'a fait effectivement, tu l'as décrit, en détention, en lien avec l'administration pénitentiaire une fois, avec ce monsieur Philippe Schlaffer, qu'on peut considérer comme repenti néo-nazi, qui avait cependant beaucoup de recul parce que c'était pas du tout récent son parcours. La seule chose qu'on a, je dirais, mis en œuvre de façon maintenant assez régulière, c'est des témoignages de plusieurs mamans, de jeunes qui sont partis et décédés en zone de combat ou qui sont incarcérés, pas forcément toutes identifiables, et par vidéo interposée. C'est-à-dire que pour elles comme pour nous, professionnels, on joue la carte entre guillemets sécuritaire d'un média qui fait qu'on ne met pas en présence directement les personnes avec d'autres. Je crois que si on le faisait d'ailleurs aujourd'hui, ça nous serait reproché puisque certaines sont condamnées pour financement du terrorisme et que ça serait pas forcément apprécié par les autorités si on les mettait directement en contact avec des publics à qui on destine des actions de prévention. C'est pareil pour moi, encore plus pour des personnes qui auraient été condamnées et qui seraient repenties. Sauf peut-être avoir beaucoup de recul et à vraiment avoir beaucoup échangé avec elle, ce que tu avais fait avec Philippe Schlaffer. Mais on découvre aussi ces stratégies-là de prévention, c'est-à-dire comment on utilise, entre guillemets, le parcours des personnes concernées et comment on travaille avec elles. Nous, en tout cas, ce à quoi on tient avec ce groupe de mamans qu'on accompagne maintenant depuis 2018, c'est que nous co-construisons entre professionnels et elles en groupe, collectivement,
les actions qu'on peut mener pour que elles soient protégées de toute forme de critique et de résonance personnelle par rapport à des parcours personnels compliqués, et que nous aussi, finalement, on soit protégés en tant que professionnels, ce qu'on choisit de mettre en action pour, encore une fois, ne pas prendre le risque du contre-productif, puisqu'on l'a observé très nettement, notamment avec les programmes Valeurs de la République et laïcité, où dans les premières périodes, en tout cas, aujourd'hui je pense que c'est beaucoup moins le cas, mais dans les premières périodes, on a observé que le fait d'asséner, parce que c'était quand même de ça dont il s'agissait, de façon très descendante, un discours rappelant les valeurs de la République et la laïcité à des groupes de jeunes était totalement contre-productif. Donc c'est vrai que cet enjeu de la contre-productivité, il est pour nous extrêmement sensible, parce qu'il vaut mieux ne rien faire, parfois, que de faire le contraire que de ce qu'on cherche à prévenir. Ce monsieur qui est sorti de Guantanamo, il fait vraiment un travail très, très important et intéressant par rapport à cette possibilité qu'il a de distance, parce qu'il y a un long moment et qu'il est passé par plein d'étapes. Et je dois dire que j'ai été impressionnée par sa capacité à avoir identifié vraiment beaucoup de processus qui amenaient à se retrouver dans un groupe très radicalisé, qui amenait aussi parfois il a été quand même incarcéré plus de 4 ans à Guantanamo. Et donc il en est sorti avec une capacité à en parler pour mettre en garde sur un certain nombre de dangers de la radicalité et aussi de la réponse contre la réponse contre le terrorisme et la radicalité. Et je trouve qu'il est remarquable dans sa capacité à dialoguer avec des jeunes. Je sais pas, vous l'avez peut-être déjà, vous avez peut-être des choses, mais en tout cas avec les étudiants, il est assez impressionnant dans ce domaine. Voilà. Tu voulais alors 30 secondes pour qu'on puisse quand même voir s'il y a d'autres remarques. J'ai pas la réponse, mais le problème qui nous a déjà été soulevé par rapport à ces interventions-là, c'est la même pour Philippe Schlaffer, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui témoignent en leur nom propre d'une histoire personnelle et qui maintenant se font payer, donc en vivent. Et pour un certain nombre de personnes ou de jeunes, ça peut poser question en termes de représentation de modèle. En tout cas, nous, certains des collègues, notamment en psy, l'ont interrogé. Donc, on est très prudent encore aujourd'hui par rapport à ça, parce que manquerait plus qu'on nourrisse des vocations. De désengagement, c'est. Alors. Moi, je dirais, je partage tout à fait cette problématique, mais je me pose aussi par ailleurs la question, connaissant un petit peu le parcours de ce jeune homme, qu'est-ce qui lui est resté en dehors de cela pour aussi, je dirais, oui, avoir un revenu, et la question mérite d'être posée. Voilà. Mais on n'a pas la réponse. Très bien, on arrive au terme de cette table ronde. Je remercie vivement Delphine Rideau et Radija Zitouni d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci à toutes les deux. J'espère que ça ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et de travail entre la recherche et le terrain et les professionnels. Et je vais laisser la parole à Anne-Sophie Lamine pour la clôture de ce colloque.